Suisse pour participer aux Assises de Genève sur le Tchad du 23 au 24 octobre 2019, invité par l'association Utopie Nord-Sud. Ici une utopie, un lieu qui n'existe pas, un lieu qui est à inventer, petit à petit créer une utopie, un lieu bon, et là je vais dire le Tchad. Alors, mesdames et messieurs, félicitations et bon courage. L'ouverture des assises dans les locaux du Club suisse de la presse le 23 octobre 2019 à 8h30, les participants rejoignent 4 groupes de travail pour développer les 4 thèmes suivants: promouvoir la stabilité et la sécurité, s'organiser pour éviter une nouvelle escalade de violence, imaginer une collaboration étroite pour maintenir et développer le vivre ensemble, dialoguer pour envisager une transition sans effusion de sang. Les participants suivront la méthode de travail représentée sur le diagramme ci-joint. À titre d'exemple, les résultats du groupe de travail numéro 1. Ça peut être aussi le modèle bingo. Il demande de l'argent. Je vais juste prendre ce plan là, c'est important. Bon appétit à tous. Bon appétit. Bon appétit, grand. Merci, Payman. Merci. Bon appétit. Mais à mon avis, c'est l'incompréhension. Bon appétit, je vais manger tout à l'heure. Allez, viens manger là. Alors, doyen, ça va? Après le déjeuner, l'honorable député Carlos Moaruga, membre du Conseil national, nous présente les structures politiques et administratives de la Fédération des 26 cantons suisses. Une journée bien chargée, les participants partagent le repas du soir à l'église Sainte-Jeanne, avenue d'Aïr, avant de regagner leur chambre pour un sommeil réparateur. La journée du 24 octobre 2019 est aussi bien chargée. Présentation de la déclaration, questions complémentaires, discussion. En charge, M. Jean Blanchard et le comité de rédaction. Ensuite, pause café. Après la pause café, c'est la conférence de presse, discussion, adoption des documents. Après, c'est le repas. Ensuite, il y a l'action de la France au Tchad par Thomas Dietrich. Et enfin, la clôture.
Je m'appelle Tobias Clair et j'ai le plaisir, au nom du Club Suisse de la Presse, de vous accueillir pour cette conférence de presse sur le Tchad. Genève est le cadre depuis plusieurs jours d'un dialogue global sur le Tchad. Et après les élections en 2016 et le changement de constitution en 2018, la situation au Tchad, comme vous le savez, reste assez tendue. Et plusieurs voix présentes ici appellent à une désescalade de la violence. À Genève, ces acteurs font un état des lieux de la situation politique au Tchad et vont présenter aujourd'hui leurs conclusions. Les travaux effectués seront présentés et une déclaration commune sera lue en introduction de cette conférence de presse. Donc, pour nous présenter ces différents sujets, nous avons Dadnaji Joseph Djimanrangar, ancien Premier ministre du Tchad, Barka Michel, président de l'Union syndicale du Tchad, M. Mahatma Nour Iwedou, secrétaire général de la Convention tchadienne des droits de l'homme, Michel Didama, président des forums des responsables des médias d'Afrique centrale, Oyamata Baldal, secrétaire général de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, le général Gouara Lassou, ancien ministre de la Défense, des Affaires étrangères et de l'Enseignement supérieur. Ah, voilà. Et puis, M. Clément Djimé Bagaou, président du Parti pour le développement du peuple tchadien, et M. Ramadja Miaro, représentant de la diaspora nord-américaine. Alors... il n'est pas là. Non. Voilà, il était rajouté à la main. Alors, effectivement, j'ai pas eu ces... Il faut me donner son nom. Et M. Mohamed Assimek, qui se présentera quand il prendra la parole. Comme ça nous permettra d'en savoir un petit peu plus. Avant de passer la parole aux chers intervenants, je leur demanderai, comme le veut la tradition et en guise d'ouverture, de signer notre livre d'or. Alors effectivement, il n'y a pas tous les noms qui sont dessus. Donc, vous pouvez ici signer. Et de recevoir un petit cadeau qui est le catalogue Dessin pour la paix 2018. Et donc, pour lancer la conférence de presse, je vous demanderai peut-être de lire la convention. Merci beaucoup. Bonjour, merci à M. Tobias Clerc. Je suis demandé à vous lire les conclusions de nos 2 jours de travaux, la déclaration qui a été amendée par les différents intervenants. Introduction. Après plusieurs décennies marquées par des régimes politiques dictatoriaux qui se sont succédés au pouvoir au Tchad avec leur corollaire de mauvaise gouvernance caractérisée par des violations chroniques des droits de l'homme, les Tchadiens qui avaient cru à un moment voir le bout du tunnel avec l'avènement au pouvoir du mouvement patriotique du salut en 1990 avaient très vite déchanté. En effet, dès sa prise de pouvoir, le MPS, le mouvement patriotique du salut, qui avait promis au peuple tchadien la démocratie, s'est vite attelé à éliminer tous les fondements, notamment les résolutions de la Conférence nationale souveraine de 1993. Ces résolutions avaient abouti en 1996 à une constitution dont les dispositions les plus pertinentes, comme la limitation des mandats, avaient été modifiées. Depuis 1996, donc l'arbitraire s'est installé dans le pays avec de graves violations des droits de l'homme, une mainmise éhontée des richesses nationales par un clan, des injustices au quotidien, une insécurité alimentée par une impunité qui n'existe nulle part ailleurs. À côté de ces manquements, il convient de noter des violations des droits des libertés publiques, comme l'interdiction de ces sites.
À côté de ces manquements, il convient de noter les violations des libertés publiques, comme l'introduction des systématiques des marches pacifiques, des meetings, des sittings et des rassemblements, des droits fondamentaux pourtant inscrits en bonne place dans la Constitution de la République du Tchad. Sur fond des crises politiques, économiques et sociales, crises qui sont les conséquences d'une mauvaise gestion des ressources publiques et qui paralysent les pays depuis 30 ans, un forum sur mesure avait été organisé en 2018, suivi d'une constitution dite de la 4e République. Cette constitution, en plus de restreindre considérablement l'espace des libertés publiques, permet au président de légiférer par ordonnance sans situation exceptionnelle. Ces ordonnances plus liberticides les unes que les autres ont actuellement enlevé au Tchad tous les attributs d'un état de droit. La crispation du climat social a entraîné une tension qui s'exprime par les multiples crises ouvertes entre le gouvernement et les différents syndicats. Elle est aggravée ces dernières années par la lassitude qui s'est subitement emparée des populations fatiguées, des promesses sans lendemain et des actions factices sans incidence significative sur les conditions de vie et de travail. Elle est en même temps accentuée par des conflits agriculteurs, éleveurs et intercommunautaires meurtriers. À cette crise de confiance s'est ajoutée une crise des discours et comportements tendant à fragiliser le tissu social et rendant possible le risque d'une guerre civile. Le changement climatique a comme conséquence l'achèvement du lac Tchad, ce qui permet à Boko Haram de recruter ses combattants. Ce réchauffement conduit les éleveurs à trouver des pâturages plus riches dans des zones agricoles, ce qui entraîne forcément les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Ces conflits sont soutenus par les autorités locales propriétaires des bétails qui arment leurs BG. Au plan politique, les égoïsmes politiques, la richesse d'intérêts particuliers et au détriment de l'intérêt de la nation et le développement des extrémismes au mépris du consensus national sont à la base de la crispation des relations entre les partenaires sociaux et les acteurs politiques de notre pays. Le gouvernement français, sur demande du président tchadien, a massacré sans état d'âme en février 2019 environ 300 concitoyens considérés comme rebelles. De ces faits, la France soutient par les armes la dictature du général Déby et s'ingère de manière continuelle dans les affaires intérieures tchadiennes et de ces faits maintient une dictature en place, notamment par la présence des troupes françaises au Tchad. Les signataires de la déclaration de Genève sont résolument décidés à ne pas laisser l'actuel pouvoir continuer la destruction inexorable du patrimoine commun qui est l'État tchadien. Nos recommandations. Les signataires proclament leur attachement à la cause de l'unité nationale, sécuriser les tissus économiques basés sur l'agriculture et l'élevage, atténuer le conflit éleveurs-agriculteurs par la mise en place d'une sécurité alimentaire dans les régions transfrontalières à risque. Réclament une véritable amnistie générale pour tous les Tchadiens opposants en exil, qu'ils soient armés ou non, et demandent la mise sur pied d'une procédure d'accompagnement pour les personnes qui rentrent définitivement au pays. Proclament solennellement leurs droits et leurs devoirs de résister et de désobéir à tout individu ou groupe d'individus, à tout corps d'État qui prenait le pouvoir par la force des armes ou l'exerçait par la force. La longue épreuve de lutte armée et autres guerres tribales, les violences injustes qui frappent beaucoup de personnes sont autant d'autres maux auxquels les femmes et les hommes sont confrontés chaque jour. Exige l'arrêt immédiat du processus électoral actuel et demande aux bailleurs de fonds de cesser tout financement à ces processus. Appelle le président Idriss Déby à renoncer au pouvoir dans un cadre démocratique et mettre en place une transition afin de sauver le pays et ramener la paix et la stabilité au Tchad. Réaliser une alternance par des élections libres, transparentes, inclusives, paisibles et crédibles. Affirme leur volonté de vivre ensemble dans le respect des diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelles, à bâtir un état de droit et une nation fondée sur les libertés publiques et les droits fondamentaux de l'homme, la dignité de la personne humaine et le pluralisme sur les valeurs de la fraternité et de la solidarité. Les famines, le manque d'eau potable et le manque de protection sociale que connaissent les populations depuis 3 décennies, les injustices qui frappent les innocents sont des épreuves qui doivent interpeller tous les Tchadiens à renforcer les actions sociales et communautaires, développer le vivre ensemble, mis à mal par une déchirure sociale. Appelle le gouvernement
appelle le gouvernement, tous les mouvements armés, politico-militaires et toute personne ayant pris les armes contre le système politique actuel de cesser immédiatement toutes les hostilités et privilégier le dialogue inclusif afin de restaurer et consolider la démocratie ainsi que l'ordre institutionnel et d'assurer une transition pacifique. Affirme leur opposition totale à tout régime dont la politique se fonderait sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le népotisme, le clanisme, le tribalisme, le confessionnalisme et la confiscation du pouvoir. Concevoir une gestion rationnelle des ressources nationales en faveur des projets de développement socio-économique en faveur des femmes et des jeunes. Exige la dissolution immédiate de la Constitution de la 4e République et le rétablissement de la Constitution de 1996 issue de la Conférence nationale de 1993. Appelle la France à quitter le Tchad. Exige l'organisation d'un dialogue inclusif sous supervision internationale de l'ONU dans un pays neutre, afin de mettre fin à la crise politique actuelle et éviter le chaos au pays. Arrêter la dégradation de la situation générale qui pousse les jeunes à l'exode vers l'Europe. Ce dialogue doit notamment porter sur la libération des prisonniers politiques. Multiplier à l'avenir le dialogue et être capable de faire des concessions pour accepter de préserver l'exercice démocratique. Invite enfin le peuple tchadien à adhérer au présent projet pour le salut collectif, afin de présenter une offre politique alternative crédible au peuple tchadien pour le changement des leaderships national et de la gouvernance au Tchad. Adoptons enfin solennellement la présente déclaration, faite à Genève le 24 octobre 2019, les signataires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Makaila. Merci. Je vous propose peut-être de prendre maintenant 2-3 minutes par personne et de donner aussi un petit peu votre retour chacun sur le processus qui vient d'avoir lieu à Genève et sur cette déclaration. Donc peut-être tour à tour, vous allez pouvoir donner quelques éléments là-dessus et on ouvrira après pour des questions après. Monsieur Clément Bagaou. Après, c'est juste sur le micro. Merci. Dans les assises de Genève sur le Tchad, c'est une opportunité qui s'est offerte à l'opposition démocratique, à l'opposition politico-militaire et à la société civile, de se pencher sur les mots qui entravent aujourd'hui la démocratie au Tchad et toutes les difficultés que nous traversions. Et les fils du Tchad ont raison de se retrouver aujourd'hui entre eux-mêmes sur leur propre initiative et d'en débattre des questions qui sont les leurs. Parce que la solution du Tchad ne se trouve pas ailleurs. C'est aux fils du Tchad de trouver la solution aux problèmes qui entravent le développement du Tchad. Et la paix au Tchad nous interpelle tous, parce que aujourd'hui, nous traversons une période de turbulence, une période de trouble, parce que les conflits intercommunautaires qui a fait qu'aujourd'hui, qu'on est sous état d'urgence dans 3 provinces, et les conflits éleveurs-agriculteurs sont là, et tant d'autres difficultés. Et aujourd'hui, il y a bon nombre de Tchadiens qui sont soit en rébellion, soit en exil. Donc, le souci qu'on arrive aujourd'hui à trouver un terrain d'entente pour que la réconciliation totale se fasse au Tchad, que tous les fils du Tchad soient ensemble pour œuvrer au développement. Et moi, je dirais que ce document, ça va être signé et nous n'avons pas à prendre pour responsables d'autres personnes. Nous devrons nous accuser d'abord nous-mêmes, fils du Tchad. Donc, le Tchad ne vivra jamais dans un vase clos, isolé. Nous avons toujours besoin des autres, mais nous n'avons pas besoin de se faire dicter par d'autres personnes nos décisions. Donc, c'est pourquoi, pour ma part, je dirais que
nous allons nous assumer pour dire à la France, par exemple, d'arrêter de s'ingérer dans les affaires intérieures du Tchad. Et je ne pense pas un instant que c'est les Tchadiens qui iront décider, c'est les Français qui iront décider à la place des Tchadiens. Donc, pour ma part, dire que quitter le Tchad, ce n'est pas la solution indiquée, parce que nous avons une question sécuritaire aujourd'hui qu'il faut en tenir compte dans le Sahel. Personne ne l'ignore. Sans la présence de ces forces militaires qui sont là basées, qui nous apportent renseignements et logistique, je ne sais pas, est-ce qu'on aura le temps de se déplacer, ne serait-ce que d'arriver ici à Genève et de tenir cette rencontre. Même à l'aéroport, peut-être qu'on serait stoppé si c'était dans un désordre, parce qu'on ne pouvait pas être dans un état de guerre avec des extrémistes et se déplacer librement. Donc pour moi, c'est qu'on doit prendre des positions responsables et s'assumer en tant que Tchadien et se dire que le salut du Tchad dépend des Tchadiens. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à M. Assilek Mahamat, qui est porte-parole du mouvement politico-militaire. Monsieur Mahamat, vous avez la parole. Merci à vous, merci aux organisateurs de l'événement, ceux qui nous ont permis de nous asseoir hier et aujourd'hui. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des participants, ceux qui sont venus du Tchad, ceux qui sont venus de la France, peut-être un peu partout, du Canada, ici. Mais je ne manquerai pas de remercier mes camarades politico-militaires qui sont ici, malgré les quelques rejets sur lesquels j'insiste encore. L'UNTLD de M. Bachar Afadne et Tahir Mahamat, l'UFDD, moi-même et M. Ousmane Hissène, le FACT, Brahim Ali, Ahmad Brahim et Brahim Ali Brahim, et l'UFCD, Saboun Mahamat et Mohamed Yacoub Hassan. Je vous remercie. Je vous remercie aussi parce que vous m'avez désigné comme votre porte-parole aujourd'hui. Vous savez, la paix, elle est chère aussi pour nous autres qui avons pris les armes. Si nous avons pris les armes, ce n'est pas parce que c'est par gaieté de cœur ou par plaisir. On ne cherche pas à aller se faire faucher par les balles quand on a aujourd'hui l'opportunité de vivre en paix dans la démocratie. Mais en face, je pense que tout le monde l'a souligné et le monde entier le voit. D'ailleurs, nous l'avons constaté même ici. Celui qui ne veut pas dialoguer, c'est le régime de Déby. Celui qui ne veut pas venir discuter avec ses compatriotes, ça a été toujours le régime de Déby. Et cette absence de dialogue nous a amenés à prendre les armes. Ceci ne fait pas de nous des belliqueux, ça ne fait pas de nous des gens qui doivent être déchus de leur nationalité, mais nous sommes frères et c'est ensemble qu'on peut trouver la voie de la paix. Ceci étant dit, l'exigence qui devrait nous amener, nous autres politico-militaires, vers le dialogue, effectivement, est dans les recommandations de l'article 4, à condition qu'il soit lié à l'article 6. Nous ne sommes pas les seuls à déposer les armes, le gouvernement aussi. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette assise de Genève? Vous savez, quand des gens s'organisent pour nous permettre de discuter, il faut toujours saluer, quels que soient les manquements, quelles que soient les erreurs. Nous ne pouvons que remercier notre frère et ami Zorino et son association. Et je ne manquerai pas de remercier aussi nos frères des partis politiques de l'intérieur, les organisations de droits de l'homme Ibedou, la société civile, diaspora, tous, et c'est tous ensemble, sans exclusion, qu'on peut aller vers la paix. Merci.
Je vous remercie. Je passerai maintenant la parole à M. Dadnadji Joseph Dimon Rangar, ancien Premier ministre du Tchad. Vous avez la parole. Merci. À la suite de ce que mes deux collègues ont dit, je n'ajouterai pas en ce qui concerne les questions d'ordre protocolaire, mais je voudrais aussi commencer par peut-être une petite anecdote. Il y a 20 ans, 1999, dans cette même ville et dans ces mêmes mois d'octobre, Déby en tête, ces ministres étaient venus dans cette ville pour demander de l'argent. La fameuse conférence de Genève 4. Quand il est question de venir chercher de l'argent, on s'est battu, on est arrivé. On a pris de l'argent, on est parti. Mais cette fois-ci, pour parler d'une situation extrêmement grave, parce qu'il est question de la paix, il est question du blocage à la fois institutionnel et politique dans le pays, et à l'initiative des gens qui n'ont que certainement des moyens dérisoires, une ONG. On demande aux Tchadiens de venir, et nous voilà. C'est ça le Tchad. Quand pour commander, on est très nombreux, on court, autant la Séville. Mais quand on doit venir pour écouter, pour partager les problèmes que nous avons, les gens disent que ce n'est pas un événement. Ce n'est pas un événement. Donc pour nous qui avons accepté de venir, ce n'est pas que nous prétendions détenir la clé des problèmes du Tchad, mais nous aimons ce pays. Nous aimons, et certainement peut-être, c'est une faiblesse de notre part, mais nous aimons ce pays. Et on a accepté, venant de tous les bords, les politico-militaires, la diaspora, les partis politiques de l'intérieur, les amis du Tchad, ceux qui, dans une ONG, avaient des moyens de bord. On est là. C'est par là que je voudrais dire que cette rencontre doit avoir toute l'importance qu'elle revêt. Elle doit avoir toute l'importance qu'elle revêt parce que dans nos différents petits coins, on a essayé de bouger. Et comme cela a été dit dans l'introduction, la situation certainement s'est dégradée depuis, plus dégradée encore, parce que ça s'est déjà dégradé, mais plus dégradée encore lorsque, en 2016, on a organisé les élections. Moi, j'étais dedans. Mon ami Bagao était dedans. Mais les gens ont arraché le pouvoir. Tout ce que vous avez dit là, c'est cette situation que nous avons vécue en interne. La personne ne gagne pas les élections, mais elle dit « je l'ai gagné ». Et ça nous amène à mener à ce durcissement. Donc aujourd'hui, ce que nous réclamons, c'est quand même cette énième rencontre. Et quand Nord-Sud a intitulé la rencontre, ou a situé la rencontre dans le cadre d'un débat global, je crois qu'on ne pouvait pas demander mieux que ça. Le dialogue global. Tantôt on dit c'est inclusif, mais c'est global. Et on devait en profiter, ça c'est mon analyse, on devait en profiter pour venir, et on l'a vu. Chacun s'exprime librement, entre nous. On devait sortir quelque chose. Mais c'est dommage, cela a été remarqué dans la fin de nos débats, c'est quand même que les gens qui sont à l'origine de la situation actuelle ne sont pas là. Et j'aurais souhaité que, personnellement, après mon neveu à la tasse, c'est quand même quelqu'un du pouvoir qui réagisse. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Donc, personnellement, et je pars d'ici avec ce sentiment, personnellement, je dois noter que nous avons dit ce qu'il faut, et c'est sur ce ton-là, je crois qu'il faut continuer à parler de ce problème du Tchad, parce que la situation interne est bloquée. Les autres qui sont dans la même situation que nous, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, partout, chacun dit « allons au dialogue ». N'est-ce pas? Allons au dialogue. Pour le monde ne juge pas, mais chacun dit qu'il faut aller. Donc le Tchad doit aller à ce dialogue inclusif-là.
Et nous avons planté le décor. Il n'y a pas une autre manière de faire ce dialogue que ce que nous avons fait ici. C'est le format que nous avons, c'est cette conférence en miniature. Nous avons donc sorti quelque chose. Et nous demandons à ce que, surtout ceux qui ne sont pas là, fassent l'effort pour assimiler ça. Ils ont là certainement analysé. Il y a des choses certainement qui sont dedans que tout le monde ne partage pas, mais c'est quand même un minimum. La paix, voyez-vous, quand les gens se battent pendant un certain temps, chez nous c'est depuis les années 60 qu'on se bat, on ne trouvera pas son compte dans tout, mais au moins c'est un minimum. Et ce minimum-là, nous l'avons dit vers la fin, il faut que notre peuple adhère à ça. L'adhésion du peuple que nous cherchons, c'est le partage. Ce n'est pas pour dire que nous, on est les meilleurs, mais que les gens partagent ces opinions qui sont vraiment très diversifiées. C'est très diversifié. Donc, je me réjouis, et je finirai là, je me réjouis que nous ayons, en 48 heures, fait ce que les autres conférences nationales ont mis 3 mois. Même 3 mois, on n'a pas vidé. Mais en 48 heures, nous avons sorti, c'était minimum. Je plaide pour que chacun, de son côté, politico-militaire, parti politique, association, tous qui sont là, nous soyons en mesure, n'est-ce pas, de porter ce message-là. Indépendamment des appréhensions que nous avons par rapport à tel ou tel aspect, que ce document nous permette de poursuivre le rêve, puisque ce n'est pas le rêve qu'on nous a introduit dans ce débat. Hier, moi j'ai sorti un mémorandum avant, on m'a dit que j'ai rêvé, mais je crois qu'on continuera à rêver. Et le rêve va devenir la réalité. Je vous remercie. Je vous remercie. Je tiens encore à préciser que le gouvernement a été invité à ce dialogue et qu'il n'est aujourd'hui pas présent pour défendre sa voix. Je passerai maintenant la parole à Monsieur Barka Michel, président de l'Union des syndicats du Tchad. Merci. En acceptant de venir à Genève au nom de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs du Tchad et au nom de toute la société civile, je voudrais vous dire que nous voudrons montrer par là que nous sommes préoccupés par la situation qui perdure dans notre pays. Sur la question de la paix. Et vous savez que la paix ne peut pas être durable tant que l'injustice sociale persiste. Et chez nous, l'injustice sociale qui tire son origine des guerres que le pays continue à vivre sont difficiles à régler si nous n'arrivons pas à mettre fin à cette guerre, à instaurer une paix sociale. Je vous assure que les plus grandes victimes de cette situation sont les travailleurs. Sont les couches, je dis les travailleurs, mais toutes les couches sociales dans notre pays. Vous avez certainement appris que depuis un certain temps, depuis plusieurs années aujourd'hui, le pays est dans une situation de grève permanente. 6 mois, 4 mois de grève. Pour certaines personnes, c'est incroyable, mais c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il n'y a pas un dialogue, certainement, parce qu'il n'y a pas une volonté de régler le problème des travailleurs. Mais le fond, vous allez me dire que c'est un pays riche qui a des moyens. Mais ces moyens sont pratiquement mis à la disposition de la guerre. C'est l'achat des armes. C'est l'entretien des soldats. Pas autre chose. Tous les accords que nous signons passent à côté, ne sont pas respectés. Et puisque ces accords ne sont pas respectés, les travailleurs reviennent à la charge. Et ce qui fait que l'éducation, la santé, bref, le développement du pays est plus ou moins bloqué. Mais la solution, ce n'est pas en cherchant toujours à faire la guerre. Ça, c'est dommage, mais c'est un peu ce que les gens pensent. Et si vous regardez, au fond, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Apparemment,
Monsieur Déby, ça fait 30 ans au pouvoir. Et le pouvoir par les armes, c'est ce que nous dénonçons. Nous refusons la conservation du pouvoir par les armes. Et parfois, cela nous amène à faire des discours que les gens qualifient de politique. Mais nous avons dit à haute voix, en tant que syndicalistes, que si faire de la politique, c'est refuser qu'on gaspille les ressources du pays dans la guerre, nous sommes d'accord. Qu'on nous appelle homme politique. Et ça nous a conduit certainement en prison, dans d'autres situations, c'est plus difficile. Mais je pense qu'il faut saluer cette initiative de Genève. C'est une initiative qui est un point de départ, hein, certainement que pour certains gens qui ont pensé qu'il faut rester et regarder comment ça va se passer, moi je suis sûr que demain, si on leur dit venez, ils vont venir. Et nous devons toujours penser à retrouver une solution qui peut nous amener la paix dans notre pays. Rechercher la paix, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse parce que ceux qui ont pris les armes doivent le comprendre. Parce qu'avant eux, il y a eu des gens qui ont pris les armes. Ils n'ont pas réussi à mettre fin à la guerre dans notre pays par les armes. Même la guerre mondiale, à la fin, c'est toujours le dialogue qui a pu instaurer la paix dans le monde entier. Il faut penser à la paix par le dialogue. Et nous, en tant que société civile, nous n'allons pas vous demander autre chose que ça. Nous le faisons vis-à-vis des hommes politiques, de l'opposition, mais même si ceux de la majorité ne veulent pas nous écouter, nous le faisons aujourd'hui aussi à ceux de mouvements politico-militaires qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer. C'est pour ça que je dis que cette rencontre est très importante pour nous. C'est à cette occasion aujourd'hui que nous avons rencontré nos frères de mouvements armés. Et nous leur souhaitons, nous leur demandons vraiment de prendre, de comprendre que nous ne pouvons pas faire autrement que de dialoguer. Même si de l'autre côté, on sent qu'il y a des difficultés d'amener les gens sur la table de discussion. Nous devons tous nous mettre ensemble comme maintenant pour intéresser, pour dire à ceux-là qu'il n'y a pas autre voie que de dialoguer pour amener la paix dans notre pays. Et la situation sociale de notre pays en dépend. Vous avez des élèves, des enfants qui traînent, hein, qui n'arrivent pas, qui mettent 2-3 ans, une année dans une seule classe. Vous avez à l'hôpital, imaginez-vous, des hôpitaux sans médicaments, des femmes qui meurent en accouchant, des situations très dramatiques que nous vivons dans ce pays. Est-ce qu'on a besoin dans ce contexte-là de se mettre en grève? Imaginez combien c'est difficile pour nous en tant que leaders syndicaux. Donc je lance là un appel à nous tous, à chacun d'entre nous de prendre conscience de la situation qui prévaut dans le pays. De loin, vous pensez que ça va, que le Tchad produit du pétrole, qu'il a beaucoup d'argent et que ça va mieux. Mais attention, les gens meurent tous les jours et la fin de tout ce phénomène dépend de chacun d'entre nous. Et je vous remercie. Merci, M. Michel. Je vais maintenant passer la parole à M. Mahamat Nour Ibedou, qui est secrétaire général de la Convention tchadienne des droits de l'homme. Vous avez la parole. C'est bon, ça arrive. Je vous remercie. Bon, je ne dérogerai pas à la règle. Je vais, comme tous les camarades qui m'ont précédé, je vais remercier l'association Nord-Sud pour cette Utopie Nord-Sud, pour l'organisation de ce petit forum. Bon, il y a ça. Et puis moi, ce que j'ai à dire, ce que je peux retenir, c'est que, comme j'étais dans le comité de rédaction, il y a une phrase qui m'a... Il y a un paragraphe qui a résumé à peu près pour moi tout ce que nous devons faire ici. Pourquoi nous faisons ça ici? Le paragraphe s'intitule « Les signataires de la déclaration de Genève sont résolument décidés à ne pas laisser l'actuel pouvoir continuer la destruction inexorable du patrimoine commun qui est l'État tchadien.
Ça signifie quoi? Ça signifie qu'à un certain moment, tout le monde a pris la mesure de la gravité de la situation. Tout le monde a évalué la portée du risque que nous courons, tous. Donc nous avons vu que pour ne pas aller vers un suicide collectif, il faudrait vraiment, c'est le moment de prendre à bras le corps le problème. Parce que nous serons jugés par l'histoire. Nous étions là, nous n'avons rien fait, et le pays est allé dans un abîme. Au-delà des violations des droits de l'homme, au-delà de l'intensification de la pauvreté, au-delà de tout ce qu'on peut connaître, ça, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui le sait. Mais ça s'aggrave de jour en jour. Pourquoi nous sommes à Genève pour parler de ça? On peut le faire là-bas. Au cours d'un débat dans une radio diffusée, avec comme contradicteur le secrétaire général du gouvernement, qui me dit que, parce que j'avais proposé un dialogue inclusif avant, il me dit, mais comment on peut régler, on peut faire la paix au Tchad à l'extérieur du pays? Bon, je lui ai dit non, à l'extérieur du pays, c'est un cadre neutre qui peut permettre à toutes les sensibilités politiques, militaires, tout ce qu'il y a, diaspora, les leaders d'opinion et autres, de se retrouver en toute sécurité pour discuter du problème. Après tout, Déby a bien accepté, comme le dit le Premier ministre tout à l'heure, de débattre d'un problème économique sur le Tchad à l'extérieur. Et donc, il n'y a pas de problème. Mais quand on veut la paix, quand on dit qu'on veut la paix, on ne peut pas faire la paix avec des camarades armés dehors, des mécontents armés, parce qu'ils n'ont pas d'espace d'expression au pays. Et si nous sommes ici à Genève, c'est parce que, en grande partie, c'est parce que nous voulons que nos camarades armés discutent du problème avec nous. Après tout, l'objectif, il est le même. Donc, nous prenons de façon collective la mesure de la gravité de la situation. Pourquoi? Parce que le Tchad est un patrimoine commun. C'est notre patrimoine à nous tous. Le Tchad n'appartient pas à Déby seul. Le Tchad nous appartient à tous. Donc nous avons en quelque sorte un devoir de prendre le problème à bras le corps et de prendre des initiatives, pourquoi pas, pour être au moins à l'avant-garde de ce qui doit être fait en principe. Parce que nous sommes au chevet d'un pays qui est en train de mourir. Vous n'avez aucune idée. Les camarades ont parlé de ce qui s'est passé, enfin, de ce qui se passe maintenant, que la situation est pourrie. Mais je crois qu'ils sont modestes. C'est pire que ce que nous, on peut imaginer. Donc, je ne vais pas m'étaler sur la question, sur ces questions-là, mais je dis que vous prenez tous les secteurs de la vie du pays. Vous prenez côté politique, c'est la catastrophe. Vous prenez les associations de la société civile, c'est la pourriture. Vous prenez... Il y a la constitution de la soi-disant 4e République a généré des textes subséquents qui sont plus contraignants les uns que les autres. C'est-à-dire que le souci, malgré tout ce qui se passe, le souci du chef de l'État, enfin de M. Déby, qui est le chef de l'État, c'est de consolider encore plus son pouvoir au détriment de tout, sur les cadavres de ses concitoyens. Donc nous sommes interpellés et je crois que c'est à juste titre que l'on se retrouve ici, ne serait-ce que pour réfléchir sur ce qu'il faut faire, à savoir l'institution d'un dialogue inclusif dans un cadre neutre, de manière à ce que toutes les sensibilités puissent débattre en toute sécurité des problèmes de leur pays. Bon, je crois que je dois m'arrêter là, parce que j'en ai assez dit. Le reste, on le verra après. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vais maintenant passer la parole à M. Michel Didama, président du Forum des responsables des médias tchadiens. Vous pouvez utiliser ce micro. Bien, merci. Je remercie d'abord l'ONG Utopie Nord-Sud qui m'a invité ici en tant que journaliste.
Et en tant que journaliste, je suis un observateur, je peux dire privilégié de la vie politique du Tchad depuis au moins 2 décennies. Et en tant que journaliste aussi, je suis historien du présent. Je pense que ça a été un grand honneur pour moi d'être invité à cette rencontre que j'ai trouvée atypique, puisque j'ai assisté à beaucoup de rencontres sur des questions peut-être pas totalement similaires. J'ai accepté aussi, malgré le fait que j'étais convalescent et que c'était un peu difficile pour moi de suivre les choses, mais c'était très intéressant comme rencontre. J'aurais souhaité voir plus de journalistes venant de N'Djamena dans la salle, puisque les débats ont été, c'est vrai, à certains moments assez véhéments, mais d'une très grande richesse. Atypique, je disais tantôt, parce qu'une ONG qui se trouve à des milliers de kilomètres de nous se préoccupe de ce qui se passe chez nous et nous invite à s'asseoir. Dans nos cultures africaines, et je crois partout ailleurs, on dit qu'il faut laver les linges sales en famille. Et moi, je pense que c'est une sagesse. Ici, on s'est retrouvés en famille, même si l'idéal voulait qu'en famille, on se retrouve sur l'arbre à palabre chez soi. Mais quand quelqu'un offre un cadre comme celui-là, moi, je pense que c'est un premier pas. De tous les débats qu'il y a eu, moi, je pense qu'il y a des points quand même essentiels sur la question de la France, sur la question du maintien ou non du président Idriss Déby à la tête du pays. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. J'ai constaté même que les politico-militaires ne sont pas vraiment des va-t-en-guerre comme on les suppose quelquefois, parce que j'ai vu des propositions allant dans les cadres de l'apaisement qui sont venues beaucoup du milieu des politico-militaires. J'ai vu des gens qui ne sont pas politico-militaires, mais qui sont aussi plus extrémistes que les politico-militaires. C'est-à-dire qu'on avait toutes les sensibilités dans la salle, et c'est, en tant qu'observateur, c'est important. Mais de tous ces débats, ce que je retiens, malgré, je crois qu'il y a 11 ou 12 résolutions, ou un peu plus, je pense qu'il y a un point essentiel qui est celui du dialogue inclusif. C'est ce qui a retenu mon attention. Et je pense qu'en tant que journaliste et donc acteur de cette société tchadienne, il est important que nous allions vers cela, parce que ce qui nous réunit ici, c'est le bien-être du pays et une situation apaisée. Parce que j'ai vu dans la salle toute la volonté, tous les désirs que le Tchad là soit vivable pour tout le monde et tout le monde puisse se sentir en sécurité. Donc c'est ce que je peux ajouter à ce moment. Je pense que c'est une bonne initiative qu'il faut prolonger. Mais ce que je dois aussi dire, c'est que Genève est un nouveau départ. Moi, je pense que les choses, à mon avis, je peux me tromper, mais je pense que Genève est un départ et que les choses seraient différentes à partir d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci à vous. Je passerai maintenant la parole à M. Ramaj Miaro II, qui est représentant de la diaspora nord-américaine. Vous avez 2-3 minutes pour... Je vous remercie. Je pense qu'après discussion avec les représentants de diaspora en France, en Europe, on a décidé que je parlerai ici au nom de toutes les diasporas. Et je suis heureux et je vous remercie de m'avoir demandé de parler en votre nom. Parce qu'à cette réunion-ci, j'ai compté, on est autour de 40. Et vous représentez, je veux dire, la diaspora représente 40%. J'ai bien compté. Et les assises que nous avons, eh bien, l'initiative des assises avait été prise par les membres de la diaspora, après une petite enquête que j'ai eue tous les soirs là-bas. Donc, la diaspora est une force. La diaspora est de la matière grise. La diaspora est la force du Tchad, mais qui n'est pas au Tchad, qui est dans les pays étrangers. Mais elle veut cette place parce que même de loin, elle contribue à la résolution des problèmes du Tchad.
Et c'est dans ce sens-là que nous sommes ici, que nous, les 40% de cette assemblée, nous sommes ici pour ça. Et nous voudrions qu'à l'avenir, quand il y a des assises, qu'il y ait une place pour la diaspora. Ceci étant dit, nous devons remercier le gouvernement suisse et les organisateurs de ces premières assises, notamment l'Utopie Nord-Sud et ses partenaires, pour l'accueil et pour les bonnes dispositions prises qui ont permis le bon déroulement de nos travaux. Ces gestes nous touchent profondément. Nous leur en sommes reconnaissants. Nous avions une déclaration à faire, mais nous nous rallions à la déclaration commune qui est là. Nous verrons comment faire distribuer cette déclaration de la diaspora aux différentes instances. Mais en tout cas, je rappelle que la diaspora va prendra sa place pour la construction du Tchad. Merci. Je vous remercie. Je vous propose maintenant d'ouvrir peut-être les questions à la salle et de pouvoir vous présenter rapidement et de poser votre question, essayer d'être le plus bref possible et le plus précis possible. Vous pouvez lever la main pour demander le micro. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Ousmane Hissène, je suis le secrétaire général de l'IFDD. Donc, je ne vais pas revenir en fait en arrière sur tout ce qui a été dit. Je profite de l'occasion aussi pour remercier Club Suisse de la presse. Si on a remercié Utopie Nord-Sud, donc il va de pair qu'aussi on puisse remercier Club Suisse aussi de nous avoir permis ces cadres d'échange. Donc, il y a un seul élément en fait que j'ai oublié dans les différentes interventions. Et je souhaiterais par la même occasion voir avec mes frères qui nous représentent, qui sont devant, et puis par la même occasion voir avec les organisateurs aussi Utopie Nord-Sud et Club Suisse de presse. C'est-à-dire, il faut qu'on essaye de voir la mise en place d'une résolution qui demanderait en fait à la Confédération suisse d'aider en fait les participants à cette conférence, ou par la même occasion aussi, parce qu'il y a une déclaration qui a été déjà en fait rédigée, dans cette forme, dans l'esprit aussi de la déclaration, que la Confédération suisse puisse nous aider à aller vers un dialogue inclusif. Parce que depuis plusieurs années que les Tchadiens exigent cela, mais il y a un facteur bloquant à ce dialogue inclusif, c'est le gouvernement français. Je vous dis honnêtement, c'est le gouvernement français qui s'oppose à ce dialogue inclusif. Que ce soit en février 2008, même quand les forces en fait, armées sont arrivées au port de la capitale, juste après des questions qui ont été posées, on a demandé un dialogue inclusif, mais les Quai d'Orsay et ces autres en fait, organes, ils ont mis une fin de nous recevoir. Bon, on peut se réunir une dizaine de fois, une centaine de fois, mais si l'État français, qui est en même temps aussi les parrains du régime, s'oppose à un dialogue inclusif, ceci, vraiment, ça pose un grand problème, c'est un handicap. Donc moi, je pense qu'on va essayer de faire une résolution, une recommandation, demandant en fait à l'État helvétique de nous aider par un lobbying au sein de ses partenaires de l'Union européenne et les États-Unis, voir comment il faut amener la France à accepter un dialogue inclusif avec Déby et l'opposition intérieure, l'opposition extérieure, les politico-militaires, la diaspora et la société civile, y compris les droits de l'homme. Je vous remercie. Merci pour votre commentaire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? On va essayer de surtout avoir des questions pour nos chers représentants qui sont ici au panel. Peut-être présentez-vous brièvement. Je
m'appelle Josué Mamder, un ancien du Bureau international du travail à la retraite. J'ai regardé, n'est-ce pas, le texte et la déclaration, et j'ai vu qu'il y a un pays qui a été nommé, à savoir la France, par rapport au Tchad. Mais il y a un autre élément aussi qui est très important, c'est les firmes multinationales ou des organisations multinationales qui ont des forces très importantes au Tchad ou ailleurs. Et je crois quand même qu'en ce qui concerne le Tchad, il y a un qu'on appelle Glencore, qui a une intervention incroyable dans ce pays-là. Et je ne sais pas s'il ne faut pas aussi essayer de rappeler, du moins pour informer les uns et les autres, que ces firmes multinationales n'ont pas de nationalité, mais ont beaucoup de force dans tous les pays. Et que les individus comme les États ont affaire à ces multinationales et qu'il faudrait savoir comment essayer de s'arracher parfois de leur influence pour arriver réellement à se développer. C'est juste ce que je voulais ajouter. Merci. Merci bien. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce que vous voulez répondre à ça, notamment aux multinationales? Merci. Comment il s'appelle déjà? Merci, Monsieur Mamdel, par rapport à la question posée sur Glencore. Depuis hier et aujourd'hui, j'entends beaucoup de choses sur Glencore. Nous savons très bien que Glencore est une société ou une multinationale suisse. Mais Glencore est connu pour toujours générer des profits. Est-ce que c'est Glencore qui nous a mis dans le pétrin? Je ne pense pas. Le premier responsable, c'est Idriss Déby. D'aucuns disent que lui et quelques conseillers ont négocié directement avec Glencore. D'autres disent que pratiquement seul, il a négocié avec Glencore pour obtenir, je pense, 1 milliard et quelques de dollars, si je ne m'abuse pas. Glencore génère des profits. Si nous devons nous en prendre, nous devons nous en prendre à Idriss Déby. Le seul et unique de nos problèmes, sur toutes ces dimensions. Merci. Merci bien. Est-ce que, Monsieur le Ministre, oui. Merci. Je crois qu'on ne peut pas éluder cette question comme ça. La question a été posée par rapport au rôle des multinationales. Dans le désordre que nous avons, bon, certainement au Tchad, mais aussi ailleurs. Et Glencore, ce n'est pas seulement que le Tchad, le Congo-Brazzaville aussi. Bien d'autres pays. Ces multinationales, il n'y a pas que le pétrole, il y en a dans la pharmacie, etc., un peu partout. Mais le cas qui nous préoccupe pour Glencore au Tchad, c'est quand même, ce que mon prédécesseur a dit, une espèce de délit d'initié. C'est ça le problème. Parce que bon, les multinationales, ce n'est pas des enfants de cœur. Hein, ils cherchent à faire de l'argent. Mais lorsque un gouvernement est complètement défaillant, et au lieu de dire quand même, c'est un problème d'argent, hein, parlons terre à terre. Glencore, le gouvernement lui demande de l'argent. Il donne. Sans prendre des précautions. Il y a un député ici, vous pouvez lui demander, est-ce qu'il y a un accord que Glencore a signé avec le Tchad qui a été approuvé par l'Assemblée nationale tchadienne? Notre constitution dit toutes les conventions à effet financier doivent faire l'objet d'une délibération de l'Assemblée nationale. Le député est là. Mais M. Glencore a donné l'argent au Tchad sans passer par ce canal-là. Et de confusion en confusion, ils ont essayé de bricoler. Chambre de commerce de Paris, ils ont bricolé parce que cette affaire-là, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Il y a un délit d'initié. Pour prêter l'argent à un État comme le Tchad, vous devez passer par des voies normales, un accord, vous allez discuter, l'Assemblée dit OK, parce que nous n'avons pas la souveraineté monétaire. Les gens parlent beaucoup de ça. Non, voilà, pas la souveraineté monétaire. Donc, la garantie est donnée par l'Assemblée nationale qui représente le peuple tchadien.
Or, dans le cas de Glencore, il n'y a aucune loi. Ils ont fait la même chose avec les Chinois en 2011. Ils ont pris 2 milliards chez les Chinois, sans accord. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, mais amenez-moi l'accord validé par l'Assemblée qui a permis que vous preniez 2 milliards chez les Chinois. Il n'y en a pas. Il dit, bon, on annule. Le problème de Glencore, c'est la même chose. Ceux qui croient que cette affaire va s'arrêter comme ça, ils se trompent. Parce que l'Assemblée, je vous dis, le député là, l'Assemblée nationale n'a jamais pris une loi pour valider. Et le peuple tchadien paye, rembourse une dette pour laquelle elle n'a pas consenti. Elle n'a pas consenti parce que, comme on n'a pas la souveraineté monétaire, c'est le peuple dans son ensemble qui doit rembourser, qui doit payer. Donc chaque année, la loi des finances fixe le montant à payer. Mais la loi des finances fixe le montant à payer sans que, au départ, l'Assemblée nationale n'ait donné son accord pour ce financement-là. Donc c'est un délit d'initié. Et nous le disons pour que s'il y a des gens, il faut dire à Glencore de faire attention, parce qu'on va dire c'est un multinational, etc. Mais respectez au moins. Prenez les compagnies américaines, les meilleures. Chaque fois qu'ils donnent un rond, bon, il y a un autre problème qu'on a eu avec en matière fiscale, mais chaque fois qu'ils donnent, il faut passer par l'Assemblée nationale. Il faut l'accord. Or, dans ce cas précis, c'est un truc qui s'est passé dans un salon. Merci. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a encore une intervention, une question? Oui, je voudrais déjà remercier... Oui, je suis Abdesalam Kadiangaba, porte-parole du Conseil national de la résistance pour la démocratie, un parti politique créé en exil, avec comme siège à Orléans, en France. Alors déjà, je voudrais remercier Utopie Nord-Sud pour l'effort déployé, le club suisse de la presse qui nous a permis de se retrouver dans ce cadre-là, mais aussi remercier les compatriotes qui sont venus de l'intérieur, la diaspora. J'ai juste une question aux panélistes. Avec la situation que nous vivons, la souffrance que le peuple tchadien subit, est-il possible de faire une coalition regroupant les partis politiques, la société civile, les politico-militaires, afin d'élaborer une stratégie commune et faire face à toutes ces injustices? C'est une question aux panélistes, bien évidemment. Merci. Est-ce que... Qui c'est qui souhaite y répondre? Qui c'est qui... On va prendre celle-là. Ou peut-être une deuxième. Ou... Posez... Apparemment, il y a... Est-ce qu'une coalition est possible entre les différents mouvements? Il y a des contributions qui doivent venir au fur et à mesure. Par exemple, pour la question de Glencore, le Premier ministre a dit qu'il ne faut pas éluder la question comme ça parce que c'est une question qui pourrit la vie économique de notre pays. Il a raison en fait. Bon, si je vous permets, si vous permettez, je reviens sur quelques précisions seulement. Glencore a bel et bien un accord avec le gouvernement tchadien. Glencore, au départ de Chevron, du consortium pétrolier, c'est l'État tchadien qui devait racheter les parts de Chevron. Or, l'État tchadien, comme d'habitude, il n'a pas d'argent. Il est obligé de recourir à une institution financière qui a cet argent. Maintenant, Glencore est la 4e institution qui s'était présentée pour ça. Et c'est la dernière. Et il y a peut-être des gens qui se sont réunis pour choisir une institution qui offre des conditions avantageuses de financement pour ce qui concerne les taux d'intérêt. Curieusement, Glencore qui avait proposé le taux d'intérêt le plus fort a passé. Après, nous avons appris que elle a passé par la corruption comme d'habitude, parce que c'est une organisation qui a l'habitude de corrompre les dirigeants et d'emporter tous les marchés.
C'est une entreprise anglo-suisse, comme on le dit, de négoce, de produits. Hein? Une quoi? Non, non, vas-y. Ah, d'accord. Et elle est spécialisée dans le négoce pour ce qui concerne les matières premières, de vente de matières premières. Et comme c'est une institution, excusez-moi le terme, je ne blesse personne, mais elle a fait du mal à ce pays, nous le savons. Comme elle a obtenu le marché, elle s'est arrangée à prendre la chose dans des conditions avantageuses, sinon pesantes sur les finances tchadiennes. Les camarades avaient parlé d'un délit d'initié, c'est effectivement vrai. Si bien qu'en ce moment, le paiement des échéances de Glencore pèse tellement sur le trésor public, disons, sur les comptes nationaux, qu'on est obligé de demander à la Banque mondiale de dire à Glencore de rééchelonner le paiement de la dette en allégeant un peu, ou bien de renégocier les conditions de remboursement. Glencore a refusé parce que Glencore, j'imagine qu'elle doit avoir des engagements avec les autres institutions financières. Elle-même, elle prend de l'argent d'ailleurs. Et donc, elle doit payer les échéances à terme. Et comme le Tchad ne paye jamais les échéances à terme, les intérêts moratoires s'ajoutent aux intérêts contractuels. Et voilà, ça continue à peser sur le Tchad et ça continue. Jusque-là, elle fonctionne. À un certain moment où le Tchad était obligé, un pays arabe qui a dans le capital, voilà, le Qatar, voilà, qui a une prise, je vais le dire, qui a la plus grosse part dans le capital de Glencore, était obligé d'intervenir pour un moratoire pour le paiement. Un moratoire qui finit le 20 quelque chose comme ça. Qui est fini en octobre. Non. Mars, voilà. Mars 2001. Voilà. Et là, nous ne savons pas comment nous pouvons payer. Parce que je suis du ministère des Finances. On n'a pas d'argent même pour faire face au paiement des fonctionnaires, au salaire des fonctionnaires. Comment on pourra faire ça? En principe, on aurait dû profiter de cette trêve-là pour essayer de nous préparer en conséquence. Mais hélas, la mauvaise gouvernance est là. Ça, c'est un aspect pour dire que ça, c'est également, le pays va également vers la catastrophe. J'en ai fini. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se prononcer sur la coalition, sur la question de monsieur? Monsieur. Cet aspect de coalition, je sais qu'elle est assez sensible, mais normalement, c'est aux partis politiques de l'intérieur, les droits de l'homme, c'est à eux de répondre là-dessus. Je pense que si M. Kadiangaba a posé le problème, bon, il l'a dit aux panélistes, mais ceux qui sont les mieux indiqués, c'est les partis politiques de l'intérieur, évidemment M. Bagaou, M. Djimrangal Danadi, et les syndicats. Merci. Je pense que, quelles que soient les conditions, que ce soit bon ou mauvais, nous vivons au moins dans une république, il y a les lois de la République, et il est difficile, aujourd'hui à l'instant, si le dialogue n'a pas lieu, de signer un accord avec nos frères, les politico-militaires, ça il faut le reconnaître. Mais la société civile étant à l'intérieur, les partis politiques, les syndicats et autres peuvent avoir une plateforme parce que les choses ne marchent pas et peuvent, en attendant, continuer à se battre pour que le moment viendra où nos autres frères qui sont à l'extérieur vont rentrer, si jamais il y a le dialogue et il y a cette réconciliation, pour qu'on se batte ensemble. Mais si aujourd'hui on signe un accord entre les politico-militaires, l'opposition démocratique et la société civile, vous connaissez tous la suite. Hein? Donc,
qu'aujourd'hui, Déby est au pouvoir, demain, ça peut être un autre. Mais nous devrons au moins, si c'est bon ou non, respecter quand même les lois de la République. Donc, nous ne refusons pas la collaboration avec nos autres frères, mais le souci aujourd'hui, c'est de les appeler à venir à la réconciliation, appeler le gouvernement à descendre un peu de ses chevaux pour dialoguer et trouver une solution définitive au problème du Tchad. Moi, je voudrais simplement rajouter, simplement que, pour répondre à Kadiangaba, il n'y a pas une forme officielle. La question est tellement sensible qu'il n'y a pas une forme officielle qui puisse permettre aujourd'hui d'avoir une coalition avec nos frères de l'intérieur. Mais toujours est-il qu'en aparté et de façon officieuse, on se parle, on discute du problème du pays et assez souvent, les uns arrivent en appui des autres. Voilà, si ça peut déjà satisfaire votre question. Merci. Rebonjour une fois encore. Donc, je me présente, oui, Mohamed Idriss Abdelbassit. Je viens de Paris et je suis membre d'une nouvelle petite structure, d'une diaspora qui s'est créée lentement mais sûrement. Elle est nommée Diaspora tchadienne pour le soutien de la société civile et pour un changement pacifique. Donc, quand on a vu l'annonce de cette assise, on a remarqué que les objectifs adhèrent textuellement à nos objectifs à nous. Donc, ce qui nous a poussé de venir avec quelques-uns de mes compatriotes. Ce qui est là, c'est que nous voulons travailler avec la société civile à l'intérieur. Nous voulons mobiliser la jeunesse de toutes les diasporas de l'extérieur du Tchad pour essayer de venir en aide morale, matérielle et financière si possible, parce qu'on connaît les difficultés de la société civile à l'intérieur du Tchad. Donc il faut les soutenir et quel que soit le soutien, je crois que ça va renforcer et je crois physiquement les biceps et ils peuvent affronter le régime en place dictatorial. La question dont je vais poser aux conférenciers, déjà on a assisté à plusieurs assises ici en Europe et qui finissent en suspense. On n'a pas de résultats. Il n'y a pas de suite. Et c'est à plusieurs reprises. Aujourd'hui, je crois que je vois une petite éventail qui nous envoie un peu de l'air frais, d'espoir sur les travaux faits en un laps de temps et qu'il y a un résultat palpable. Alors, est-ce que on veut savoir la suite, ça serait quoi? Si vous pouvez nous répondre, quelle est la suite? Est-ce que nous, on va être en contact permanent pour pouvoir poursuivre ou vous suivre jusqu'à ce qu'on va aboutir sur tout ce qu'on a dit, sur tout ce qu'on a discuté ici, puisque c'est des objectifs qui s'avèrent réels et efficaces. Et il ne faut pas les arrêter comme les autres assises qui ont... voilà, je vous remercie. On va laisser Zorino réagir parce que c'est en fait... Je vais être extrêmement bref. En l'état actuel, je dis bien en l'état actuel, l'approche des partis politiques légalisés ou légaux, légitimes, et puis la société civile, enfin, je parle des partis politiques, hein,
elle consiste à privilégier la voie pacifique d'accès au pouvoir. C'est une véritable question politique. Et en l'état actuel, si il y a un pacte entre les politico-militaires et les partis politiques légalisés, ils sont en infraction. Ils seront en infraction et donc ils encourent des peines et des risques réels. C'est pas, faut pas se voiler la face. Il y a deux conceptions, n'est-ce pas, qui s'affrontent. Pour l'accès au pouvoir, il y a certains qui préfèrent peut-être des manifestations populaires, un soulèvement pour obliger le pouvoir à partir, et il y a d'autres qui préfèrent l'avoir. Mais je ne condamne aucune de ces voies, je fais un constat assez lucide. Pour ce qui est des diasporas, on en a, je ne sais pas, rien qu'en France, il y a au moins 4 ou 5 ou 6 diasporas qui déjà elles-mêmes ont beaucoup de mal à trouver un langage commun, à se structurer ensemble. Donc nous sommes un pays en construction, nous sommes des mouvements politiques en construction et il faudra travailler longtemps pour parvenir à une plateforme ou un consensus politique collectif. Néanmoins, la voie qui a été tracée à Genève permet d'avoir beaucoup d'espoir et on espère que cela ira au-delà de Genève afin qu'on puisse, n'est-ce pas, répondre aux aspirations légitimes du peuple tchadien qui consiste quand même à se débarrasser de cette dictature vieille de 30 ans. Merci. Bon, en fait, j'aimerais répondre par rapport à la question posée par mon ami là-bas sur la possibilité d'une coalition entre société civile, partis politiques et mouvements politico-militaires. Je pense que chacun de nous a des spécificités bien précises. La société civile n'a pas vocation à conquérir le pouvoir. Les partis politiques, par création, est un mouvement ou bien une entité qui a un objectif bien précis, le pouvoir par des voies légales et démocratiques. L'opposition politico-militaire, ils n'ont pas pris les armes par plaisir, comme on l'a souligné, ils ont été forcés par une dictature. Et là, l'article 34 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ratifiée par le Tchad, reconnaît à un pays, à un peuple qui vit sous une insurrection, sous une dictature, l'insurrection populaire est un droit. Quand vous avez en face un dictateur qui ne connaît que le langage de la force, le droit international, la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous reconnaissez ce droit à vous révolter contre cette dictature. Mais nous, en tant que société civile, représentants de la société civile, nous ne pouvons pas nous permettre de coaliser avec des mouvements politico-militaires. Même si l'objectif est le même, c'est toujours le bien-être des Tchadiens, l'alternance politique au sommet de l'État. C'est ça l'objectif de tout le monde. Mais coalition, je pense que ça ne serait pas possible. Pardon. Ouais. Je voudrais... Oui. C'est juste un commentaire, hein, ça n'engage personne. Je voudrais répondre à... J'avais une question, s'il vous plaît. Je m'appelle Ali Ibrahim. Je suis une jeunesse tchadienne activiste. Ma question au député Jimmy. Je voulais demander quel est votre rôle en tant qu'un député de l'État tchadien dans le conflit le gouvernement contre la population locale au Miski et le conflit intercommunautaire dans la région du Darwadaya. Quel est votre rôle dans le Parlement tchadien? Quelle est votre réaction contre ce conflit, non? Beaucoup de gens, il a déjà mort. Et ce conflit, maintenant, il est pour beaucoup d'années, il est continué. Mais il n'y a rien de solution. Quel est votre rôle en tant qu'un député élu par le peuple tchadien? Merci bien. On va prendre, donc, on peut commencer par cette question. Merci. Parce que concernant la question au niveau de Miski, tout comme la question de sécurité ou bien de bavure dans le Wadai, qui aujourd'hui personne ignore. Mais en tant que député, mon rôle, c'est de dénoncer les bavures des forces de l'ordre sur la population
Et particulièrement la situation au Ouaddaï. Depuis l'année dernière, j'avais introduit une lettre d'interpellation, une question orale au ministre en charge de l'administration du territoire et de la sécurité, mais qui depuis 1 an est resté dans les calendriers de l'Assemblée, et puis ça n'a jamais passé. Et ça va de report en report. C'était lors de la session parlementaire passée. Aujourd'hui, c'est revenu à l'ordre du jour, mais ça traîne jusqu'à ce que la situation devienne plus grave et qu'on prenne des mesures pour dire qu'il y a l'état d'urgence. Donc, on ne ferme pas les yeux dessus, mais malheureusement, nous n'avons pas d'autre possibilité que de dénoncer, que d'interpeller le gouvernement. Mais malheureusement, le gouvernement s'arrange à faire à sa tête. Merci. Et on reprend la toute première question qui était... Excusez-moi. Parce qu'ils sont... Qui est sur la suite. Merci de ne pas appuyer sur le bouton. Qui est sur la suite à donner. Pardon. On va conclure maintenant et je vais vous demander de conclure sur la suite à donner à cette déclaration. Et est-ce que cette déclaration est le plus petit dénominateur commun de vos accords et quelle suite donner, quelle est la feuille de route pour la suite? Je vous demanderai à nos panélistes de répondre. Merci. La question a été posée par Zhang et je pense que par aussi Abdelbasit. Mais ça, il faudrait demander à l'ONG Utopie qui, elle, a initié cette rencontre pour lui demander la suite de tous les travaux. Comme avait dit M. Abdelbasit, est-ce que cela va rester en suspens ou à qui ils vont adresser toutes ces recommandations-là avec leurs partenaires et qu'est-ce qu'il y aura en retour? Donc je pense qu'il n'y a que Utopie qui peut répondre à ça. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être qui veulent s'exprimer sur la déclaration? Pas sur la déclaration. Pas sur la déclaration, mais sur la coalition. Sur la coalition. Non, pas sur la... Bon, non. Bon, dans tous les cas, je suis obligé d'intervenir parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une espèce de confusion qui s'installe. Alors qu'on est vers la fin, les choses devaient être beaucoup plus précises. L'exercice que nous avons fait est un exercice de mise en commun des idées. Mais ça ne nous transforme pas brutalement à des gens qui n'ont pas d'identité. On a une identité, chacun a une identité. Et souvent, ces identités sont inconciliables. Les moyens de lutte que chacun a choisis ne nous permettent pas, comme ça, du jour au lendemain, de se transformer. Donc, on est venu avec nos bases et on repartirait avec ça. Moi, je suis au Tchad, je refuse les regroupements de partis politiques, par exemple. Je refuse. Pour la simple raison que, bon, ça c'est interne, hein. C'est pas ce que nos collègues veulent bien entendre, mais en interne, je me rends compte que quand les partis politiques se retrouvent la nuit, ils font autre chose. Le jour, c'est une chose, la nuit, c'est une chose. Les ayant gérés un peu en étant à l'intérieur du pouvoir, je m'en méfie et je fonctionne seul, pour des raisons personnelles. Donc, il faut éviter certains termes. Quand vous me parlez, on me dit coalition, mais attention, c'est très grave. C'est très grave. On ne peut pas faire de coalition. Moi, le français, je le parle en faisant attention. Les mots ont un sens. Il ne faut pas utiliser des mots qui... Donc, nous sommes venus, on a discuté, on a échangé. Chacun repartira. Et comme Mamat l'a dit, c'est à l'ONG... Moi, j'avais même demandé avant, quand Zorino était parti me trouver à Djamena, je dis, mais après, comment je vais faire? Le but, c'est, bien sûr, on discute, mais après, qu'est-ce qu'on va faire? Quelqu'un a proposé, je crois, sur Ousmane, il faudrait faire en sorte que ce que nous avons là soit endossé quelque part. Il faut que ça soit endossé quelque part. Et ça, c'est à l'ONG de voir. Nous autres, peut-être, dans nos échanges, on a ça sous la chemise. Écoutez, on est parti en Suisse, mais voilà. Mais poussez. Moi, je demande le dialogue inclusif depuis pratiquement 2 mois par écrit. Et je continue. Je dis, voilà, on est parti en Suisse, ce que j'avais dit là, on a ajouté. Chacun de son côté devait faire un effort pour sensibiliser aussi bien les politico-militaires que les partis de l'intérieur. J'aurais souhaité qu'au niveau peut-être de
politico-militaire, on parle de ces termes de coalition-là. De coalition, on peut le faire dans le cadre... Bon, moi, je pars en Djamena avec Jimmy Bagao. Lui, il est dans une coalition, moi, je refuse les coalitions. Bon, peut-être on va dire, attends, pour Genève, là, mettons-nous ensemble. Ça, c'est les partis politiques. Les associations, il y en a qui sont... même si c'est la société civile, il y en a qui ont quand même des lignes de conduite. Est-ce que c'est la profession qui fait ça? Est-ce que c'est l'activité qui fait? Est-ce que c'est le temps qu'on a mis dans cette lutte? Même la société civile est fragmentée. Donc, qu'on dépasse le cadre de cette fragmentation et que, dans ce cas précis-là, l'impératif du dialogue inclusif nous commande de porter le message de Genève. Je crois que c'est comme ça. Moi, je le fais, mais je ne vais pas aller me mettre dans un groupe. Non, pas de confusion de genre. Je ne me mettrai pas dans un groupe. Mais je porte ce message qu'on m'a donné à Genève. Voilà un peu. Donc, il faut nous éviter des non-dits. Parce que les gens qui ne sont pas venus ici, ils sont partis à Genève pour aller pactiser avec les politico-militaires. Il n'en est pas question. Nous ne pactisons rien là. Mais nous avons des problèmes qui sont identiques et les moyens de les résoudre qui sont identiques. On essaie d'échanger pour trouver quelle est la meilleure manière, n'est-ce pas, de se mettre ensemble pour avancer. Voilà un peu la petite remarque que j'ai faite. Donc, on part d'ici, mais il reste quand même que l'ONG, et ça, c'est sa part, dit, bon, moi, j'ai eu ça, qu'est-ce que je fais avec? Voilà un peu ce que je vais ajouter. Merci. Un grand merci. Je vous propose de conclure là-dessus, parce que ça c'est vraiment un message fort pour tout le monde. Et j'aimerais bien remercier, bien entendu, l'association Utopie Nord-Sud pour l'organisation de cet événement, d'avoir mis sur pied ces journées de dialogue. Remercier également tous les participants à cette conférence et à ce dialogue. Et puis je vous propose qu'on puisse poursuivre la discussion après encore plus loin. Je vous remercie. Hein? Parce que... oui, parce que... Pardon, j'aimerais juste dire une petite chose. Hein. Vous pouvez même rester debout. C'est que, comme l'a conclu le Premier ministre, il a si bien conclu, moi, je lance aussi une question. Parce que là, Utopie Nord-Sud, après correction de dernière mouture du projet, elle va en faire ce qu'elle peut. Et vous aussi, vous êtes les messagers vraiment de cette assemblée pour envoyer plus loin le message qu'on s'est donné ici. C'est ça l'objectif. Et l'objectif de cette conférence, c'était d'arriver à trouver des pistes de solutions aux problèmes qui minent le pays depuis des années. C'est ça l'objectif. Alors, moi, je vais pouvoir peut-être lancer une question. Vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais c'est la question que j'aimerais poser, de savoir, puisque si vous avez constaté, j'ai écrit les premières assises de Genève. À quand les deuxièmes assises? Et ça, vous n'êtes pas obligé de me répondre maintenant. On peut faire ce qu'on peut faire avec notre message, on l'envoie plus loin. Et Utopie Nord-Sud aussi va essayer de faire de ce message-là quelque chose. Puis, à quand les deuxièmes assises ou les prochaines assises? Merci.